Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Beaucoup de nouveaux abonnés qui rejoignent la communauté des rois du Bitcoin sur la vidéo d'hier. Beaucoup de vues, top 3 depuis les 28 derniers jours. Merci pour ça. Et évidemment, la vignette y est pour quelque chose. Celles et ceux qui ont pris le temps de commenter sans regarder les 2 premières minutes de la vidéo, bah je comprends, mais je l'ai tout de suite disclaimé dans les premières minutes de la vidéo. Est-ce que c'est un piège? Attention au bull trap, attention. Bon, on en a conclu que c'était probablement tout autre chose et on va essayer de le renforcer dans la vidéo de ce jour. On parlera bien sûr d'Ethereum, c'est une promesse. EVM serait-il obsolète? On risquerait de partir vers un risque tout. Vitaly Buterin nous l'a annoncé il y a quelques jours en arrière. Faut-il ou pas arbitrer nos Ethereum contre du Solana? On voit de plus en plus d'analystes et de spéculateurs holders le faire. Est-ce que XRP peut éventuellement intégrer un plan épargne retraite? C'est Cédric qui me propose cette éventualité. Je vais répondre à ces questions et je vous dirai très exactement comment je joue cette situation. On en parle maintenant. Mais juste avant de commencer, je vous invite à découvrir l'initiative des rois. Découvrez comment bâtir votre empire dans l'univers de la crypto, même si vous avez l'impression d'avoir raté le train, vous avez peur de perdre votre argent à cause de la volatilité, vous ne savez pas par où commencer, vous pensez que c'est trop tard pour investir et faire des profits significatifs en utilisant des extensions Fibonacci. C'est la raison pour laquelle je vous mets dès maintenant en description une offre flash. 72 heures, montre en main, de débutant apprenti à chevronner en 30 jours, c'est la promesse que je vous fais. Vous souhaitez passer 1 heure avec moi? C'est complètement possible, c'est facultatif, c'est une offre que j'ajoute, vous n'êtes pas obligé de le prendre, c'est ici. Vous voulez l'indicateur 20, ultime MA50, c'est également une offre facultative, vous n'êtes pas obligé de la souscrire, mais partez du principe que si vous voulez souscrire à l'ensemble de ces offres, il y a une offre exceptionnelle, mais ce n'est pas obligatoire. C'est la raison pour laquelle j'ai réussi à dégrader de façon extrêmement significative l'accès à vie à l'initiative des rois. Jamais vous reverrez ce free et je vous en parle dans une vidéo dédiée dans l'après-midi. Si vous voulez en savoir plus, cliquez dans le lien sur la description et profitez de l'offre 72 heures, offre flash, montre en main. On parle Bitcoin, évidemment, 92 100 $. Vous êtes un petit peu plus engagé. La bougie de contrôle est franchement extraordinaire. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais cette bougie que vous voyez ici entre les 91 762 $ et les 94 732 $, honnêtement, elle vaut son pesant d'or. Il y a eu de la baston hier sur une trendline haussière, réintégration du range précédent par rapport à un biseau ascendant. L'objectif de la fractale que nous avons choisi, ou que j'ai choisi personnellement de vous exposer, est de jouer fortement, pas forcément sur Bitcoin, sur d'autres crypto-monnaies que j'ai sélectionnées, bah, c'est d'aller chercher les 102, voire bien plus haut, 110, 113, 115 et pourquoi pas 120 000 $. Et au partir de 120 000 $, c'est là où on va voir le bout de son nez se pointer d'une nouvelle majorité. C'est clairement ça qu'on attend pour pouvoir revendre plus cher nos crypto-monnaies, même si à ce moment-là, très précisément, on ne fera que les dissuader. Et oui. Donc, ce que jouent les boules, bah c'est ça, on va visiter le haut du range. Let's go les 108, 110 et 120 000 $. Ce que jouent les bears, c'est aussi simple que ça. En dessous des 72 000 $, vous avez un déséquilibre de marché que tout le monde a vu, que tout le monde voulait jouer et que certains ont joué un tout petit peu en anticipé pendant que le monde, notamment au niveau de la géopolitique et la mondialisation, était à feu et à sang. Est-ce qu'on doit y aller? Je n'en ai pas la moindre idée. Je vais vous le dire en toute franchise, mais si vous êtes bear, c'est clairement ce que vous jouez et vous commencez à rentrer dans des zones de neutralité pour avoir un déséquilibre plutôt avantageux pour vous sur un ratio de 1 pour 1 et c'est clairement ce qu'on joue. Donc vos stops, ils sont où? Au-dessus des précédents plus hauts, tout simplement. Et nous, les objectifs des boules, c'est de venir vous dégommer. Et vous faites la même chose. Nous, on va essayer de mettre nos stops sur les 72 000 $ si on veut jouer un ratio de 1 pour 1, des ratios dits institutionnels. L'objectif, c'est de nous dégommer, tout simplement. Alors oui, il y a plein de déséquilibres de marché qui ont montré leur bout de leur nez. Ici, 90 000 $ 400, ici, aux alentours des 86 000 $, et je vois dans les commentaires, moi, j'ai un ordre à 86 000, moi, j'ai un ordre aux alentours des 89 000. Bah, moi, j'ai 2 ordres, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est 80 000 $. Si on est haussier, bah, il faut les maintenir. C'est également un déséquilibre de marché et la neckline d'une trendline baissière. Moi, vous savez comment je fonctionne. J'adore acheter des trendlines baissières. Je suis actuellement sur une time frame en 4 heures, une toute petite time frame, et j'irai chercher un busy ici, tout simplement, aux alentours des 80 000 $. Ça, c'est une vraie résistance ou un vrai support qui faisait office de résistance
précédemment. On vient nécner ici la trendline baissière, c'est un bon point d'entrée. Deuxième cartouche, on va dire que tout le monde y sera à ce moment-là, 72 000 $. Je pense qu'il y aura quand même des flux acheteurs. Et puis ensuite, ce sera beaucoup plus bas, aux alentours des 64 65 000 $. Et c'est comme ça qu'on construit un long, tout simplement. Est-ce qu'il y a des prises de profit sur ce Bitcoin? Je vous montre un indicateur très sympathique qui s'appelle le Bitfinex Long. Et on va regarder si oui ou non il y a des prises de profit sur ce tout petit rallye haussier. Alors, pas sur Ethereum, mais plutôt sur Bitcoin. Puisqu'on est plutôt sur Bitcoin ici, je vais le noter avec vous et on va le rattraper juste là. Et ouais, il y a quand même des longs qui ont pris quelques profits ici de façon bon, très mesurée, j'ai envie de vous dire. Donc c'est positif, hein, c'est toujours la même chose. Hein. Si on prend des profits d'un travail bien fait, on a accumulé tout au long de cette magnifique montée depuis les tops de marché. Et puis derrière, on commence à prendre un petit peu et réduire la voilure parce qu'on était fortement engagé. Si vous étiez extrêmement fortement engagé, notamment sur Bitcoin, c'est le moment de s'enlever les épines des vestes. C'est ça le business et c'est ça le trading en réalité. Hein. Donc maintenant, si vous voulez le transformer en swing, go to 200 000 $ ou 250 000 $, why not? Mais sachez que vos invalidations doivent être bien plus éloignées que les 72 000 ou les 70 000 $ ici. Bon, maintenant qu'on a ça, à quel point cette bougie est importante? Pourquoi? Il y a eu de la bastonnasse juste sur cette bougie de contrôle. Ceci, c'est ce qu'on appelle une bougie de contrôle. Là, vous avez un marabouzou, c'est formidable, une belle bougie en daily. Peut-être qu'elle sera aussi belle en hebdomadaire. Mais là, vous avez eu une sacrée baston. Pourquoi? Puisque si vous regardez au niveau des ETF ou compte en Bitcoin, on remet une grosse cartouche. 917 millions de dollars de inflow avec 643 millions de dollars du côté de BlackRock. C'est juste délirant. Et le prix n'a pas réellement bougé. C'est ça qui est important. C'est qu'en fait, le prix n'a pas réellement bougé alors qu'on a remis une deuxième cartouche supérieure à celle de la veille par rapport à la bougie de lundi. Incroyable. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pas? Est-ce qu'on joue? Est-ce qu'on ne joue pas? Est-ce qu'ils vont tout de suite capituler si le prix commence à baisser de 5%? C'est la raison pour laquelle ne soyez pas une contrepartie d'un reflux baissier. Et oui, c'est toujours pareil. Là, vous allez avoir un paquet de vendeurs à découvert qui vont vous se mettre ici, puis le pullback, et puis on va continuer à perdre, et puis on va commencer à vendre, et puis voilà, c'est vraiment compliqué. Là, on commence à être intéressant, soit dit en passant, puisqu'on est toujours dans une dynamique de flux haussière. Et qu'est-ce qu'on dit très souvent chez les rois du Bitcoin? Qu'est-ce qu'on achète et qu'est-ce qu'on veut observer? Une structure derrière un break de trendline. Vous la voyez comme moi, cette break de trendline. Je vais vous la mettre en très gros. Ici, force 4, on y est. Et je vais vous la mettre comme ça, c'est plutôt bien. Allez, en bleu, comme ça change un petit peu de couleur. Nous, ce qu'on veut voir, c'est une structure derrière une trendline. C'est QFD. Et ici, vous avez les très gros qui vont se positionner pour aller chercher de nouveaux all-time high. Et c'est en ça qu'on essaye de gérer tout simplement un risque-récompense ici. J'espère que je vous ai aidé. J'ai pas réellement plus de choses à dire. La seule chose que j'ai à dire, c'est, ma foi, si vous voulez essayer de le jouer à contre-courant, why not? Mais faites très attention pour savoir quel est le sens du vent. Donc en somme, s'il y a beaucoup de vendeurs à découvert qui sont dans le déni actuellement et qui nous expliquent que non, c'est monté trop vite, ça doit retracer au moins sur les 85 000, au moins sur les 89 000, au moins sur les 80 000, au moins. Il faut de toute manière aller, c'est une certitude, à 72 000 $. Regardez comment naviguent un petit peu les capitaux et les traders court terme. Bon, funding négatif, on se retrouve à 93 000 $. Funding négatif, c'est juste formidable. Alors oui, il y a une différence de spread par rapport au CME vis-à-vis du spot et des contrats futurs. Bon, côté CME, c'est très violent. Vous avez un spread qui est énorme avec le CME. Encore hier dans la journée, on était à près de 1 000 $ de différence. Et actuellement, regardez, 92 000 $, 900 et 92 000 $ tout pile. Vous avez 1 000 $ de spread entre le Chicago Mercantile et le prix spot. Bon, c'est QFD, c'est extrêmement simple à expliquer. On est actuellement en contango et très loin du backwardation. Les institutionnels visent la hausse ici. C'est ce qu'il faut en fait en traduire et le déterminer. Donc si vous voulez vous mettre dans le sens du vent, pour moi c'est plutôt la hausse qu'il va falloir essayer de jouer. Et oui, la volatilité induite des marchés cryptographiques fait que on peut reperdre 10%, reperdre 12%, remonter de 25%. C'est la vie, c'est comme ça. Soyez bien accrochés. Pas plus de choses à dire à très court terme sur ce marché. On va passer sur Ethereum. Ethereum. Ah non, peut-être la petite fractale que moi je joue et qu'on avait annoncé ensemble il y a quelques jours, peut-être quelques semaines en arrière. Je vous la remontre juste ici. Tout le monde avait vu ce falling wedge. On a eu la résolution. Je ne sais plus quoi, le RSI, si en 21 périodes nous avait donné une consécration en anticipé, donc on l'avait tous vu, vous avez exactement la même d'ailleurs sur le Other au niveau de l'ensemble de nos cryptoactifs préférés hors top 10, et vous aviez une accélération en anticipé juste ici sur la bougie du 9-10 avril. Bon, c'est formidable de l'avoir joué. Expansion. Objectif, aller chercher une trendline haussière ici pour des nouveaux TP. Donc
TP1 potentiellement sur les traders court terme, TP2 ici, et l'objectif c'est quoi? C'est de faire rentrer personne. Si c'est boule, ça casse des résistances et ça maintient des supports. Voilà, c'est tout simple en fait à comprendre là-dessus. Si vous voulez avoir un marché haussier, on maintient des supports, on casse des résistances. On casse des premières résistances, même si en fait les premières résistances, elles sont quand même beaucoup plus haut. Je les estime aux alentours des 97 000 $. Si on vient à s'affranchir sur une nouvelle bougie d'expansion des 97 000 $ et qu'on se retrouve à 102 000 $ à la fin de la semaine ou dans les quelques jours qui suivent, ouais, ce serait vraiment super intéressant de l'observer et on referait une fractalité qu'on avait fait il y a quelques mois en arrière et pour l'instant, ça semble tenir la route. Pourquoi ça se ressemble et pourquoi il y a autant de fractalité? Bah, parce qu'on le sait très bien, ce sont les institutionnels qui mènent d'une baguette magique ce marché depuis maintenant plusieurs mois et j'ai presque envie de dire plusieurs années. Même si officiellement, ils sont réellement rentrés dans la danse depuis le 10 janvier 2024, tout simplement. Donc je joue cette fractalité, j'attends de la concentrer et je regarde tout simplement la dominance aux heures face à Bitcoin pour voir si oui ou non j'ai des premiers signes d'arrachement haussier. Si on se retrouve aux alentours des 3 millions au niveau du point initial aux heures contre Bitcoin, c'est là où le all season commencera. Je voulais d'ailleurs tweeter le all season, c'est comme Jérôme Powell. Tout le monde l'attend, tout le monde l'écoute, tout le monde, tout ce que vous voulez, mais il est toujours en retard. Le all season sera toujours en retard. Bitcoin, puis le top 10 des crypto-monnaies, puis nos petits crypto-actifs préférés. Et si vous voulez avoir des premiers stigmates de manipulation de marché, essayez de repérer des petites crypto-pépites, et on le voit d'ailleurs du côté des agents autonomes intelligence artificielle qui ont repoussé les 90%, qui ont repoussé les 127%, qui ont repoussé les 170%. Bon, il s'était fait arracher à moins 90, moins 95%, oui, mais là, il y a vraiment de la manipulation et vous sentez que les algorithmes sont très excités. Et moi, c'est ce que je repère dans cette dynamique de marché, tout simplement. Vous observez le price action, vous optimisez les volumes, vous regardez s'il y a des volumes et vous vous dites, OK, on a envie de rejouer sur ce marché, on a tout simplement envie de reprendre du risque sur ce marché. Mais actuellement et à très court terme, je vous donne cette réponse, rien n'est encore fait. Il faut rester prudent et il fallait tout simplement se positionner très proche d'un premier arrêt. Et tant que celui-ci tient, l'objectif, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau plus haut. On parle d'Ethereum? Avec grand plaisir de parler d'Ethereum, c'est juste formidable. Il fait un petit truc un peu sympa. On a des structures, un W bottom ici sur une time frame en daily. On l'a clôturé. On a donc les trois éléments qu'on attendait tous. Ici, vous le voyez très bien, hein, un W. Vous avez l'émotion. Puis la confirmation. C'est tout simplement une bougie de confirmation au-dessus de la neckline de coup, juste là. Puis l'acceptation sur cette bougie ici, également intitulée bougie de contrôle. On joue quoi maintenant? L'accélération. Accélération minimum ratio 1 pour 1. Vous avez donc, à l'heure où je vous parle, 83% de chance de faire un ratio de 1 pour 1 sur ce marché sur des toutes petites time frames ici en daily. On va le regarder ensemble. Je vais enlever mon pinceau parce qu'on s'en fiche d'être ultra précis. Et vous mettez un ratio de 1 pour 1. Donc au minimum, vraiment le minimum syndical, 83% de chance de se retrouver à 1999 $, on va dire 2000 $, et vous avez les premiers stops, un déséquilibre de marché qui avait été maintenu précédemment dans une dynamique de flux baissière ici. Si on vient s'affranchir de ces 2000 $ et qu'on se retrouve à travailler dans les 2000-2100 $, je pense que c'est pour accélérer, hein, c'est pas pour faire un demi-tour. Donc, soyons patients, mais en tout cas, vous avez une statistique claire et pure ici. Vous avez donc 83% de chance, avant de faire un nouveau plus bas, si Ethereum décide de faire un nouveau plus bas, bah, d'aller chercher au minimum les 2000 $. Statistique pure, 18 000 backtests sur les W en daily. Vous avez compris le ratio de 1 pour 1. Que veut faire Vitalik Buterin en révolutionnant l'EVM? Bon, il a récemment posté qu'il voulait mettre un gros coup de pied dans la fourmilière d'un EVM qui date de 2015 et qui semble tout simplement obsolète. Ils veulent changer dans un nouveau langage qui s'appelle le risque V, même si tous les anciens langages de programmation vont rester d'actualité. Donc il y a deux possibilités. C'est tout le début, hein, encore une fois, hein. Donc soit on conserve les langages de programmation initiaux et on fait ce qu'on appelle un duo, soit bah, on change tout et puis on va chercher sur une nouvelle révolution et une nouvelle machine virtuelle. Bon, à vous de voter pour les holders, pour les détendeurs et pour les validateurs et les utilisateurs. Vous aurez la possibilité de voter ici. On rappelle quand même succinctement ce que c'est le VM. C'est un environnement d'exécution, bah, ici, vous l'avez compris, décentralisé, qui permet de faire tourner des smart contracts. C'est ça la grande révolution de Ethereum par rapport aux premières blockchains. On peut parler ici de Bitcoin, mais on peut aussi parler de Litecoin, on peut même parler de Bitcoin Cash et si vous voulez de Dogecoin, et pourquoi pas de Dash, ou encore d'autres crypto-monnaies qui utilisent le consensus de Bitcoin. Tout simplement parce que Dogecoin n'est ni plus ni moins qu'un fork de Litecoin, qui lui-même est un fork de Dogecoin. Enfin,
il reprend le fichier source de Bitcoin, mais ce sont en fait tout simplement des forks, puisqu'elle est disponible à tout le monde. Et vous l'avez compris que bah, la révolution qui date de 2014, c'est les smart contracts. Mais il y a des limites à EVM. Et ces limites, on les connaît très bien, puisque déjà, c'est vieux, ça a plus de 10 ans, et il semblerait qu'il y a un vrai problème de scalabilité. Et c'est la raison pour laquelle, à cette même période, Vitalik Buterin, qui semble vouloir se décharger de Ethereum Foundation, qui est actuellement en Suisse, pour pouvoir se concentrer aux innovations d'Ethereum, puisqu'il a encore en tête de proue. C'est pas centralisé. Il a moins de 2% du supply, le bonhomme. Aujourd'hui, il n'a plus aucun poids dans la décision ou la direction de Ethereum. Mais il est vrai que, bah, c'est toujours la même chose. On a tendance à essayer de se reposer sur, le fondateur, le créateur, le fameux génie, pour essayer de diriger des intentions. Donc ce que Vitalik Buterin dit, bah, souvent la communauté le suit, tout simplement. Mais c'est pas quelque chose de fondamentalement, restrictif ou autoritaire. C'est juste, un sentiment psychologique et je dirais même pas ici moutonnier, parce qu'au fond, je pense qu'il en sait, bien plus que, la plupart d'entre nous réunis. Vous avez donc ici EVM qui tend à avoir des problèmes de scalabilité et ce que tous aujourd'hui les layers 1 comme Sui, comme Aptos, comme Solana, comme Polkadot, comme d'autres layers 1 ont su prendre à leur avantage. Et c'est ça qu'il faut clairement regarder. Donc, à savoir si oui ou non c'est une bonne manœuvre, on peut reparler très rapidement de Pectra si vous le souhaitez. Je ne sais pas si je vous avais repris d'ailleurs des informations là-dessus sur Pectra. Oui, Pectra. Donc, pour moi, Pectra, c'est pas compliqué, c'est une mise à jour, je vous le résume en un mot, fait pour les institutionnels. Très simple, clair, net et précis. Honnêtement, vous prenez les grandes modifications par rapport à la mise à jour Pectra, et si vous revenez un petit peu en arrière, qui a directement impacté les blobs par rapport à la rentabilité vis-à-vis des validateurs de la blockchain Ethereum, pour rendre les frais moins chers, Kumkum, c'est ça? C'est Koukoum, Koukoum, je ne sais plus la mise à jour. Vous me le mettrez dans les commentaires si vous le souhaitez. Mais vous comprenez bien que Pectra essaye de redonner une forme de légèreté et une forme de directionnel pour pouvoir avoir une adoption massive, mais ici plutôt axée sur les institutionnels. En tout cas, c'est pas forcément une volonté, mais c'est la direction qui semble être la plus logique quand on lit entre les lignes. Donc vous avez un souci ici, on va le reprendre, ce souci ancestral de la blockchain. C'est ce qu'on appelle le trilemme de la blockchain, qui a été annoncé par Vitalik Buterin en 2015. Décentralisation, sécurité, scalabilité. Et on touche ici directement à la scalabilité d'Ethereum. C'est le vrai problème, finalement. On part du principe que Solana est plus scalable que Ethereum. Oui, mais au détriment de la centralisation, ici de la décentralisation, donc plus centralisé par rapport à leur propre consensus de validation des blocs. C'est très important de le prendre en considération. Or, actuellement, on a tous un vrai problème. Et ça me donnerait une transition par rapport à XRP, Solana, Bitcoin, comment on fait des arbitrages, est-ce que c'est un bon move, est-ce que c'est pas un bon move? C'est extrêmement simple. On est tous en train de construire aujourd'hui et visualiser la construction d'infrastructures. Donc on est bien sur la réponse, oui ou non, ou cette chimère de la décentralisation, de la scalabilité ou de la sécurité. Donc ici, la mise à l'échelle. Or, ce dans quoi on investit, c'est pas pour ce qui a été fait ou ce qui est fait aujourd'hui. C'est ce qui pourra être fait demain, ce qui pourra nous apporter demain. Donc, je vous propose un nouveau trilemme. Le trilemme, c'est utilisateur, validateur et détenteur. Dixit, holder. Donc, on ne joue pas ici les infrastructures, on joue bien ici les adoptions et l'adoption avec un majuscule. Sauf que on a bien compris que les différentes mises à jour, à la fois Shanghai, Kun et Pectra, qui seraient plus ici pour des gros holders, on vient tout de suite ici donner la récompense à des utilisateurs au détriment des validateurs. Et ce que fait aujourd'hui Solana sur ses propres blockchains, c'est clairement ce que Ethereum a décidé de refuser de faire sur la propre blockchain ou sur sa propre blockchain, notamment avec les roll-ups via la possibilité de donner une partie des revenus, notamment au layer 2. Et ça a été une volonté. Aujourd'hui, on a l'impression que ça se retourne contre nous. Non, vous avez énormément de solutions pour redonner une rentabilité accrue aux validateurs. C'est en attaquant les blobs. Voilà, qu'il n'y a pas chez Solana. Au détriment de la décentralisation, cela va de soi. Ça ne veut pas dire que j'aime pas Solana, hein. C'est les gens qui choisiront ce qu'ils veulent utiliser, c'est toujours la même chose. Vous pouvez avoir le meilleur produit, s'il n'est pas utilisé, ça part à la poubelle. Vous pouvez avoir un produit pourri, si tout le monde l'utilise, c'est génial, c'est la révolution et ça vaudra beaucoup d'argent. Donc, essayez d'entrevoir, par rapport aux différents axes d'amélioration, qui est le plus potentiel à adopter une population massive à la fois d'utilisateurs, de validateurs et de holders. Et oui, les détenteurs. Aujourd'hui, on va faire un ratio très simple. 80-15-5. Vous avez 80% de détenteurs, holders. Vous n'interagissez que très peu avec ces technologies, vous les utilisez très peu.
Moi, le premier, si vous avez peut-être délégué directement depuis votre échangeur centralisé, mais vous servez à rien. Nous, on sert à rien. Moi, je sers à rien en réalité dans ces différents projets d'Oxénisé. Vous avez le deuxième niveau, 15%, je pense, qui représente à peu près de l'attractivité à la fois sur ces protocoles décentralisés. Ce sont les utilisateurs. Bah oui, vous avez besoin pour, je sais pas, un NFT, passer une transaction, envoyer de l'argent, envoyer de la valeur, faire de la DeFi, faire des restaking. Vous avez compris un petit peu l'idée, 15%, et vous avez 5% de validateurs. Et ça, je pense qu'en termes de market volume, c'est à peu près ce que ça doit représenter. Or, si on joue l'adoption, on joue qui? Ben, on joue les utilisateurs. Donc ces fameux 10%, 15% devraient demain représenter les 80%. Et c'est eux qui choisiront quelle technologie ils adopteront. Intuitif, rapide, sécurisé, confiance, tout ce que vous voulez. Vous mettez toutes les strates que vous voulez ici. Et c'est la raison pour laquelle ça me donne une magnifique transaction par rapport à XRP. Puisqu'on me pose la question, et Cédric me pose la question, mais au fond, XRP, on peut dire ce qu'on veut, tout le monde n'en parle pas forcément très bien, même si certains l'utilisent, et vous avez tout à fait bien, tout à fait raison de l'utiliser si ça vous offre des réponses à des problématiques que vous visez. Mais de passer de là à de là, est-ce que c'est logique? Est-ce qu'il y a une explication rationnelle? Bon, je vais être très méchant avec XRP, mais moi, j'en vois qu'une seule d'explication. Et c'est exactement la même explication que du pump du 13 juillet 2023, avant un effondrement pour le 20 août 2023. À chaque fois qu'il y a des pumps comme ça, avec une dégradation, il y a une cause. Et ça, c'est la conséquence. Qu'est-ce que c'est? Je vous le montre en mille. On commence avec celle-là. Boum! Blockchain Ripple acquiert la fintech vaudoise Metaco pour 250 millions de dollars. C'était très exactement un article du 17 mai 2023. On reparle le 17 mai 2023, c'était très exactement là. Je pense qu'il a eu son chèque un tout petit peu après. Boum! Ici. J'acquiers une fintech de 150 millions de dollars. Très peu de temps après, bam! Le prix pump. Je vends des XRP, je fais mon chèque pour acheter la, la fintech et ça dégueule. Bon, vous avez compris à quoi servait XRP, à financer, à arracher des produits et des services et des entreprises. Est-ce que, à un moment donné, vous, détenteurs, holders, utilisateurs de XRP, vous avez une incentive par rapport à ces acquisitions? Posez-vous la question. Oui, non, c'est ce que vous achetez en réalité. Donc vous achetez ou vous participez à l'achat de quelque chose alors que vous n'avez aucune incentive derrière. Vous avez exactement le même cas de figure. Novembre 2024, énorme pump. Quelques jours après, formidable. Ripple rachète Idlewood pour une acquisition historique de 1,25 milliard de dollars. Voilà. Je viens de, pour moi, je suis très méchant, peut-être que je ne parle pas en toute connaissance de cause puisque je ne m'intéresse pas profondément à cette blockchain, mais j'ai bel et bien l'impression que ce truc-là permet tout simplement de financer le train de vie de ses fondateurs et de ses holders et surtout les acquisitions de ces différents produits et services potentiellement utilisateurs de demain. Et là, ça en revient à la première discussion. Utilisateur, validateur, détenteur. Mais peut-être que demain, tout le monde utilisera XRP. Donc XRP vaudra beaucoup plus cher. Potentiellement, c'est très psychologique encore. Mais est-ce que vous êtes incentivé en ayant la détention ou en utilisant le token XRP? Non, vous ne serez que ici sur la spéculation. Et la spéculation représente 80% aujourd'hui du marché. Donc vous êtes très content d'avoir du XRP. C'est QFD. Donc la question à savoir, c'est est-ce que demain, ce truc-là tend à continuer à s'apprécier? Ce sera en fait les utilisateurs qui devront le déterminer. Et si je regarde de façon très précise actuellement dans l'écosystème cryptographique, pour moi, bah, cette blockchain est très peu utilisée. Donc je ne peux pas jouer les fameux 80% de rotation entre les détenteurs et les utilisateurs. Parce que c'est clairement ça qu'on joue dans l'adoption. Et c'est ça que vous devez aujourd'hui visualiser dans les 3, les 5 ou les 10 prochaines années. Et c'est là où Ethereum revient au devant de la scène. Donc est-ce que oui, Polkadot, Cosmos, Cardano, pourquoi pas? Est-ce que oui ou non, il y a la possibilité ou pas pour Ethereum de retrouver des lettres de noblesse? Il faut comprendre que vous avez deux niveaux, le niveau haut, le niveau bas. Aujourd'hui, Solana et toutes ses améliorations par rapport à sa scalabilité et la capacité à pouvoir encaisser des gros volumes transactionnels, notamment via les mêmes coins, c'est du niveau haut en réalité. On est plus dans le soft, on n'est pas dans le hard. Ethereum, ici, essaye de mettre à jour et de mettre un gros coup de pied dans la fourmilière par rapport à un bas niveau. Il va chercher le cœur directement de son protocole, ici EVM, pour le faire migrer, le transformer, l'améliorer en risque V, au détriment des layers 2. Et la boucle est bouclée. Donc, si ici risque V venait à voir le jour et à être validé par l'ensemble des décisionnaires de la blockchain Ethereum, bah comprenez-le comme ça, barrez-vous des layers 2. Barrez-vous des layers 2 puisqu'il va récupérer une très grande partie
des revenus générés actuellement par les Layer 2. Et pourquoi on est parti sur les Layer 2? Parce qu'on touche ici les utilisateurs. Et pourquoi les utilisateurs? Parce que c'est beaucoup moins cher. Et aujourd'hui que c'est beaucoup moins cher, bah, on continue à utiliser beaucoup de Layer 2. Bah oui, parce que c'est beaucoup plus facile, parce qu'on a l'habitude, tout simplement, et on a créé des usages. Moi, je continue à faire beaucoup de transactions via Polkadot ou Arbitrum, et j'en fais relativement peu avec Ethereum. Et à chaque fois, je me surprends moi-même. Oh, putain, punaise, 15 centimes. Oula, 3 centimes. Mais il se passe quoi là? Et vous allez regarder dans les dernières semaines, par rapport à un nouveau niveau de fees réalisés à la fois par les applications directement construites sur Ethereum et à la fois par rapport à l'interchain, bah, vous avez des 800 000, alors qu'il y a encore une semaine, on était à moins de 300 000. Là, vous avez Revenu Chain 300 000 et vous avez les revenus des apps à 2 millions de dollars. Et je vous parle ici sur les dernières 24 heures, mais on était à 60% de moins ou 70% de moins il y a encore une semaine. Donc, waouh, c'est en train de bouger. C'est QFD par rapport à cette cassure au niveau d'une résistance sur Ethereum à très court terme? Ou est-ce qu'on garde des billets pour dire bah non, ça n'évolue pas, donc on va rester concentré? Bah, si on n'évolue pas à ce moment-là, bah, on ne regarde pas ça et on risquerait d'être très surpris. C'est quoi la grande force aujourd'hui de Ethereum? Moi, j'en vois une et elle est costaud. Ce sont les stablecoins. En fait, la plupart des stablecoins aujourd'hui continuent et j'espère continueront à utiliser la blockchain Ethereum pour pouvoir faire leurs transactions et valider leur sécurité. Et je viens donc à mon point final. Si vous avez aujourd'hui 80 à 85% des flux des stablecoins qui sont directement retranscrits sur la blockchain Ethereum, partez du principe que c'est un gros part de, c'est quand même un sacré part de gâteau pour être tout à fait honnête avec vous. Mais on joue quoi en réalité et dans quoi on investit? On investit dans quelque chose d'extrêmement simple, dans la résilience et la sécurité du réseau. C'est ça, de détenir des tokens. La seule contrepartie de détenir un token non pas utilitaire ici, plutôt de gouvernance et de sécurité, c'est qu'on va directement agir et non pas interagir avec la sécurité et la robustesse du réseau. C'est la seule chose qu'on fait. Donc plus vous aurez de tokens, plus le prix sera haut, plus la sécurité sera haute. La question à se poser, c'est est-ce qu'un Bitcoin à 1000 dollars serait moins sécurisé? Oui, tout à fait. Mais est-ce qu'il serait en danger? Non. Est-ce qu'un Ethereum à 300 dollars serait moins sécurisé? Oui. Serait-il en danger? Non. Donc il faut aller chercher beaucoup plus loin. La réelle valeur d'un token, il faut aller la chercher beaucoup plus loin. Et je vous donne une piste de réflexion ici qu'on pourra d'ailleurs continuer lors d'un live à essayer de travailler et interagir ensemble. Utilisateur, validateur, détenteur. Cherchez la détention vers l'utilisation. C'est ces flux-là qu'il va falloir pister. Et c'est ça qui décalera le prix de nos crypto-monnaies préférées vers le haut. On se retrouve tout à l'heure pour la vidéo promo de l'initiative des rois. Ciao.